C'est le vrai chantier, c'est la vraie question et c'est le vrai challenge, le vrai défi pour l'entraîneur Hansi Flick. Et il n'était pas arrivé depuis 2011, donc une dizaine d'années que le Bayern, après avoir mené 2-0, se fasse reprendre et finisse par perdre le match. Donc c'est un événement, c'est un thème de discussion et je sais qu'en interne aussi, c'est la principale priorité du moment. C'est rare que le leader du championnat, le Bayern, fasse partie des mauvaises défenses du championnat. Mhm. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'équipes en Bundesliga. C'est une poignée d'équipes qui ont une défense pire que celle du Bayern. Donc, c'est vraiment quelque chose sur quoi il faut se pencher. Une vingtaine de buts encaissés en 14-15 journées, c'est vraiment bien au-dessus de la moyenne. Et il y a plusieurs raisons à cela. Des raisons tactiques, des raisons individuelles peut-être aussi. On va d'abord évoquer les individus parce que quand même, il faut faire un petit diagnostic médical, si je puis dire, de Ouais. chacun. La défense du Bayern, le problème, c'est pas Manuel Neuer. Déjà, on va régler cette affaire. Le gardien international est très bon, très pertinent. Il a le brassard. Il réalise des arrêts formidables à chaque rencontre ou presque. Ouais. Et lui n'est pas à remettre en cause. Devant lui, il y a beaucoup plus d'incertitudes. On peut prendre la défense de gauche à droite, très simplement. Ouais. Alphonso Davies, le jeune Canadien qui était blessé en fin d'année 2020, est de retour et semble avoir retrouvé dans l'esprit de l'entraîneur une place de titulaire à gauche. Mais il n'y a rien d'évident avec Alphonso Davies. Il est très bon offensivement, il apporte beaucoup, il a beaucoup de vitesse, beaucoup de punch, beaucoup de qualité technique. Peut-être que son défaut, c'est les qualités de repli, les qualités tactiques, les qualités défensives. Je parle avec prudence parce que c'est quand même déjà un excellent joueur, mais Bien sûr. on peut débattre de sa présence sur le terrain au coup d'envoi versus Lucas Hernandez, par exemple. Mhm. L'autre arrière-gauche potentiel de cette équipe. Eh bien, Lucas Hernandez, où est-ce qu'il en est? Et il n'est pas titulaire, le champion du monde Ouais. actuellement, avec le Bayern, ni comme latéral gauche, ni comme défenseur axial. C'est dû essentiellement, bien sûr, à ses pépins physiques, sa forme physique. Il a eu une blessure longue lorsqu'il est arrivé au Bayern et il a des rechutes. Et Lucas Hernandez n'est pas à 100%. C'est pour ça aussi qu'il n'est pas un candidat numéro un dans l'esprit de l'entraîneur, bien sûr, pour être titularisé. D'accord. Euh, à côté de ces deux messieurs, David Alaba, actuellement arrière axial gauche, Mhm. David Alaba est en partance du Bayern. Alors, on peut voir les choses de deux façons. D'une part, il peut vouloir faire ses preuves et terminer les 4-5 mois qui restent, 5-6 mois qui restent sur une très bonne note et livrer son meilleur et pouvoir partir du Bayern après une dizaine d'années en disant « j'ai très bien fini, j'étais à mon apogée ». Et ça, c'est le côté positif. Mais on peut aussi imaginer un David Alaba qui puisse être préoccupé par Ouais. le club où il pourrait aller, peut-être le Barça, peut-être le Real, un club qui en tout cas pourrait financer son arrivée. Et peut-être ça peut être mentalement, psychologiquement, un petit obstacle, un petit souci. Pour ce qui est du sportif, David Alaba actuellement est plutôt quand même toujours bon. Bien sûr. À côté de lui, discussion, vraie discussion. Jérôme Boateng ou Niklas Süle? Mhm. Jérôme Boateng retrouve, quand il est en forme, les qualités qui permettent à tout le monde de dire on le veut tout de suite en équipe nationale, mais il n'est pas toujours au top, il ne peut pas jouer 50 matchs d'affilée, il a passé désormais la trentaine, et Jérôme Boateng, à cause de cela, n'est pas indiscutable parce qu'il ne peut pas disputer tous les matchs d'une saison. Ouais. Niklas Süle, qui est donc son remplaçant, sa doublure, son alter ego, a de grandes qualités dans l'impact, dans les duels, dans le physique. Il est bon aussi techniquement, mais il peut avoir de la lenteur, il est assez lourd. Et puis, il a commis aussi quelques petites erreurs récemment. On discute donc à chacun des postes et à droite, et j'en finis par là pour Ouais. les individus un par un. Là aussi, discussion et grosse discussion. Actuellement, Benjamin Pavard n'est pas à son meilleur. Il est dans un creux de forme, à tel point que l'entraîneur se demande s'il faut reculer Joshua Kimmich, qui rayonne au milieu défensif, Ouais. comme latéral droit. Or, Kimmich revient lui aussi d'une blessure. Voilà, toutes ces discussions qui font que sur le plan individuel, ça tangue un peu dans la défense du Bayern. Et puis, sur le plan collectif, là, il y a une vraie bonne question intéressante aussi à aborder. Contre Mönchengladbach, avec la défaite 3-2 du Bayern,
on a vu que l'entraîneur de Gladbach, Marco Rose, avait très bien réussi à mettre en échec la tactique d'Hansi Flick. Le Bayern joue très très haut actuellement. Beaucoup de possession, très offensif. La défense du Bayern s'aligne à peu près au milieu de terrain, sur la ligne médiane. Donc derrière, il y a énormément d'espace. Quand vous avez des Breel Mbolo, actuellement Marcus Thuram est suspendu à Gladbach, mais on pourrait imaginer qu'il y soit. Alassane Plea, Florian Neuhaus, des joueurs capables de prendre l'espace. Eh bien, vous avez des difficultés derrière vous. Manuel Neuer sort énormément de sa surface, mais il y a quand même de l'espace entre la ligne médiane et le gardien de but. Et Mönchengladbach en a extrêmement bien profité avec ses attaquants rapides et avec son 9,5 Lars Stindl qui a donné des ballons dans la profondeur. Et le Bayern a été pris à cause de ça. Donc, deux choses. Des questionnements individuels pour le Bayern poste par poste. Et puis aussi, pour l'entraîneur, la nécessité peut-être de s'ajuster, peut-être de faire reculer un peu sa défense de 10 mètres, peut-être à peu près, un peu plus bas sur le terrain, pour pouvoir répondre aux défis que les très très bons entraîneurs qu'il y a en Bundesliga peuvent lui lancer. Alors, il y a une raison qu'il ne faut surtout pas négliger, qui est le match où ça a maillotché dur, le match combat que Dortmund a réussi à remporter en fin de rencontre contre Wolfsburg. Là, il y avait un adversaire, c'est tout récent, hein, c'était la journée d'avant. Ouais. Il y a un adversaire musclé, il y avait un vrai défi pour les jeunes de Dortmund pour mettre le pied, pour mettre la semelle, pour lutter et tenir le combat face à Wolfsburg. Et ce combat-là, ils l'ont remporté. Et c'est très important pour une équipe avec énormément de jeunesse, avec des Jude Bellingham, avec des Jadon Sancho, avec des Giovanni Reina, avec Erling Haaland. Certes, lui, c'est un colosse, mais il est aussi très jeune. Et avec un Moukoko aussi, qui a 16 ans. Tous ces jeunes-là sont très jeunes, trop jeunes peut-être, pour aller au bout pour des trophées à l'heure où nous parlons. Mais ils apprennent ce que c'est que tenir un score, tenir un résultat. Et là, ce match-là peut être peut-être, sinon un match charnière, du moins un match fondateur. Le match contre Wolfsburg et contre Leipzig, c'était peut-être un tout petit peu plus facile de se motiver parce que Leipzig lutte pour le titre, essaie de rivaliser avec le Bayern. Et donc, pour les jeunes de Dortmund, la motivation était toute trouvée. D'autant plus que l'entraîneur de Leipzig, Nagelsmann, avait cru bon de dire avant le match, et il s'en est excusé après coup, ce match-là, on va le gagner, quoi, ce match-là. Ouais. Sous-entendu, on est plus fort. Et il s'est aperçu qu'il avait commis une erreur de communication, lui qui communique globalement très bien, qui est un entraîneur très moderne et qui connaît les ficelles de médiatiques et tout. Là, il s'est un peu planté, si je puis dire, Julian Nagelsmann. Et Dortmund n'avait pas besoin de ça, mais peut-être ça a donné un petit plus aussi dans l'envie, dans la niaque, dans l'engagement des joueurs. C'est une des recettes qui explique cette victoire. Après, il y a eu dans ce match-là tout ce qu'il fallait côté Dortmund, c'est-à-dire précisément cet engagement, aller chercher les ballons et lutter, ce qu'on avait un peu perdu de vue dans les dernières semaines du mandat de Lucien Favre et que Dortmund est en train de retrouver. C'est difficile aujourd'hui de savoir exactement quel crédit accorder au jeune entraîneur Edin Terzic. Est-il le principal responsable? Sans doute que son discours fonctionne bien à court terme et actuellement. Aussi parce que des cadres comme Marco Reus et Mats Hummels sont à ses côtés, étaient pour ce changement. Donc peut-être que quand même Edin Terzic, on va mesurer petit à petit, mais est responsable aussi de ce rebond. Et puis il y a quelque chose d'intéressant, j'en terminerai par là. Donc premièrement la prise de conscience des jeunes, deuxièmement l'entraîneur qui apporte quelque chose, un renouvellement dans le discours aussi, et puis troisièmement, précisément toujours dans le discours, les joueurs essentiels qui parlent et qui ont la légitimité pour le faire. Mats Hummels, champion du monde 2014, quand il s'exprime dans l'opinion publique, médiatiquement, évidemment, on écoute. Et c'est ce qu'il a fait à 2 reprises récemment.
Quand il dit que les standards sont pas actuellement les bons à Dortmund, eh bien on essaye tout de suite de corriger le tir et on peut imaginer que les jeunes vont écouter Mats Hummels. Pareil qu'un Marco Reus, même si ce dernier est un peu plus fluctuant dans ses prestations. Et je pense que ces aspects-là, donc l'aspect prise de conscience, prise d'expérience des jeunes et puis l'encadrement avec l'entraîneur et les tauliers sont les raisons peut-être les premières auxquelles on peut penser pour le rebond de Dortmund. Reste à savoir maintenant s'ils vont transformer cet essai-là et être capables de gagner en constance pour rester dans le quatuor de tête, puisque à l'heure où nous parlons, ils sont revenus, les joueurs de Dortmund, précisément dans le quatuor de tête. Ouais, c'est vraiment bien parce que les amateurs de la Bundesliga ont été un petit peu marqués lorsque, en fin de saison, il y avait 10, 15 ou 20 points, voire plus d'avance pour le Bayern, et on aimerait plus de compétitivité à ce niveau-là, notamment pour le titre. Donc ça, c'est bien, et c'est dû, je pense, avant tout, à une saison qui est très particulière, qui est très compressée, avec une trêve très très réduite. C'est tout à fait inédit en Allemagne. Il va y avoir derrière Jeux Olympiques et Euro qui vont tous les deux concerner certains joueurs. Les clubs sont pas très 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 chauds d'ailleurs avec cela, mais c'est un autre aspect. Et ça, c'est évidemment une raison essentielle parce que bien sûr, on parlait de manque de constance. Les résultats récents montrent bien que on peut être performant une semaine et puis avoir un coup de mou la semaine suivante. C'est évidemment dû à ce rythme effréné et à la gestion que les entraîneurs font de cela, parce que c'est pas évident d'avoir 22 joueurs par exemple du même niveau pour faire tourner une équipe et l'autre du dimanche au mercredi ou du mercredi au week-end suivant. Raison essentielle. Après, il y a aussi, pour moi, et c'est un excellent aspect sur le plan de la compétitivité de la Bundesliga, beaucoup de bon travail, beaucoup de bons entraîneurs. Bayern, Leipzig, Dortmund, Leverkusen avec Peter Bosz, Mönchengladbach bien sûr avec Marco Rose qu'on a déjà évoqué. Francfort, qui est aussi un excellent club avec beaucoup de cohérence avec Adi Hütter, qui n'est pas bien loin, qui est en train de se refaire une santé aussi. Fribourg, qui est une petite puissance régionale, locale, mais qui là aussi a un formidable entraîneur et est en train de se réveiller fortement, se rapproche aussi au classement. Wolfsburg qui travaille bien avec un vrai rebond, avec de la constance et une confiance accordée à l'entraîneur alors qu'il était un petit peu en difficulté il y a quelque temps. Voilà, on a cité une grosse demi-douzaine de clubs. On peut ajouter la surprise de la saison qui est l'Union Berlin, qui travaille sur des schémas et des standards très traditionnels, très classiques, d'un jeu assez rustre, assez simple, mais très efficace quand les équipes adverses sont pas en pleine possession physique de leurs moyens. Et on se retrouve avec un grand nombre d'équipes qui vont lutter pour l'Europa League, pour la Ligue des Champions, pour le titre aussi, parce que pour le titre, on peut en identifier quand même 4, les 4 premiers actuels, qui tous ont leur mot à dire. Oui, c'est très sympathique et on peut espérer que ça dure encore un moment, d'autant plus que la Coupe d'Europe va revenir en février, que certains vont donc avoir des difficultés à gérer les deux, peut-être Leverkusen par exemple, qui veut aller au bout en Europa League. Passionnant. Alors, il faut surtout pas balayer les doutes, le désespoir, les critiques formulées à juste titre ces derniers mois au long des 30 matchs consécutifs sans victoire de Schalke. Le club va mal, sa direction est sur sur des charbons ardents. On est en grande réflexion et on est en grande incertitude en haut du club pour savoir si on ne doit pas faire appel à nouveau à un certain Clemens Tönnies qui était le patron et qui était l'investisseur et qui est un milliardaire dans l'industrie de la viande, qui a été écarté pour diverses raisons bonnes et mauvaises
et qui aimerait, parce que c'est un vrai passionné, c'est un vrai, il a le Schalke au cœur et qui aimerait revenir aider son club, notamment financièrement, et on a refusé cela pour l'instant à Schalke. Et c'est une incertitude et des sables mouvants à la tête du club qui sont forcément négatifs et qui ruissellent négativement sur le sportif. Ça, c'est un premier point et ça ne va pas disparaître demain. Le deuxième point, c'est on a consommé 4 entraîneurs en 14 journées, avec le dernier, Christian Gross, qui a un crédit en Bundesliga, le Suisse, et qui avait fait de belles choses avec Stuttgart, mais qui n'est pas non plus un Messi, qui va pas faire des miracles tout de suite. Il n'y a pas de raison qu'il soit beaucoup meilleur que les entraîneurs qui ont été écartés précédemment. Ouais. Et puis, feu de paille sportif, alors peut-être, parce que face à Schalke sur ce match-là, il y avait Hoffenheim qui a été en pleine maîtrise en Europa League dans les derniers mois de 2020, mais qui en championnat a beaucoup de mal parce que il y a beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup d'absents avec le virus et Hoffenheim est en difficulté, il n'arrive pas à trouver la moindre constance en championnat et son entraîneur, qui est un jeune entraîneur, Sebastian Hoeneß, venu de la réserve du Bayern avec laquelle il a été champion la saison dernière, ouais. Peut-être va pas être toujours très lucide parce qu'il débute sa carrière dans l'élite et Hoffenheim est dans une mauvaise pente. Donc peut-être que pour Schalke, c'était un petit peu l'adversaire aussi sur lequel on pouvait marcher. Mais il fallait encore le faire. Et du coup, cette victoire fracassante avec un Schalke qui a fait exactement ce qu'il faut faire pour gagner un match de Bundesliga, c'est-à-dire de l'engagement, gagner les ballons et avoir une tactique cohérente, du gardien très bon, Ralf Fährmann, jusqu'aux attaquants qui ont été vraiment très pertinents aussi dans ce match-là. Schalke a fait tout ce qu'il fallait pour gagner le match. Amin Harit, milieu offensif marocain excellent, 3 passes décisives, 1 but. Devant lui, un jeune homme qui débute aussi en Bundesliga, qui marque les 3 buts aussi, alors qu'il avait jusqu'ici très très peu de références. Benjamin Stambouli de l'autre côté du terrain qui a montré l'exemple, qui a à un moment donné récupéré un ballon sur une touche adverse, qui a fait but pour Schalke derrière. Tous les ingrédients dans ce match-là, individuels et collectifs, étaient bons pour Schalke. Sauf que c'est le premier match de la saison où c'est comme ça. Et donc, c'est très difficile de dire comment ça va rebondir derrière et comment Schalke va pouvoir capitaliser sur cela. Ce qui est sûr, effectivement, c'est que on n'est pas du tout largué au niveau des points. C'est qu'il y a des équipes assez faibles autour aussi, avec Mayence, avec Cologne qui n'est pas très bien actuellement, avec un entraîneur Markus Gisdol en difficulté, avec Arminia Bielefeld qui certes a pris un petit peu d'avance avec une victoire contre Berlin, mais qui est une équipe assez faible aussi. Donc pour Schalke, il y a bien sûr de l'espoir sportivement, à condition de pouvoir répéter des performances sportives comme celle de cette victoire-là. Et rien ne nous dit aujourd'hui que ça va pouvoir être le cas. J'en termine avec ce point, mais Amin Harit, excellent dans ce match-là, le petit technicien milieu de terrain offensif marocain. Il a été très bon, c'est vrai, mais il avait été absent et intransparent tellement souvent avec Schalke qu'on va attendre de voir. Et si on est mauvaise langue, on peut se dire, tiens, peut-être se réveille-t-il parce que la fin de son contrat peut approcher, peut-être a-t-il envie de se montrer, peut-être a-t-il envie d'être sous son meilleur jour pour pouvoir rebondir ailleurs ensuite. Beaucoup d'incertitudes donc encore à Schalke et on doit patienter pour savoir si le rebond est réel. Merci beaucoup d'avoir balayé ces différents sujets avec nous. Prochaine édition très bientôt, on continuera de faire un point sur ce qu'il se passe dans cette Bundesliga. Merci beaucoup David et je te dis à très vite. Avec grand plaisir, merci. Merci.